le dernier exposé donc, est un exposé de Chinon cette fois-ci, et je vais laisser l'habitant de Chinon vous le présenter. Oui, en tant que régional de l'étape, c'est moi qui vais présenter cette séquence. Hier, on a vu le quotidien d'un de mes copains, Stéphane. On est allé chez lui et on a vu comment lui, il vit le monde actuel dans son domaine à lui, qui est la production de lait et la production de porc. Donc aujourd'hui, on va aborder un autre aspect de la question. On ne pouvait pas passer à côté quand on est à Chinon et qu'on parle de climat. Et donc on a le grand plaisir, mais la séquence précédente a un peu éventé l'information, d'accueillir Jean-Max Manceau et Odile, qui doit être en bas et qui se prépare déjà pour la séquence. Odile qui est là, voilà. Donc Jean-Max et Odile, qui eux sont venus à nous. Hier on est allé chez Stéphane pour voir son installation et pour voir ses produits. Là, Jean-Max et Odile sont venus à nous, et vous le savez, leurs produits sont venus à nous aussi. Et ça, ce sera la suite. Alors, Jean-Max, c'est une figure dans le Chinonnais, on va le dire comme ça. Il a été président du syndicat des vins. C'est un vigneron qui est ancré dans la tradition. Il est le grand maître de la Confédération des Entonneurs Arlésiens de Chinon. Donc, c'est une confrérie, il en parlera plus que moi, qui entretient ce dont j'ai parlé hier, c'est-à-dire les valeurs humanistes de François Rabelais et la convivialité qui est apportée autour du contenu de nos flacons. Il vous parlera aussi, on en a entendu parler hier, du terroir, de ces terroirs. C'est quelqu'un qui travaille ces terroirs et qui sait garder cette valeur traditionnelle des terroirs. Donc il est dans la tradition, mais il est aussi dans l'adaptation et dans l'innovation. Il a plein d'idées, il va nous en parler, pour adapter, innover dans la façon dont il cultive ses vignes, dans les produits. On est mal parti. Je me rapproche de lui du coup. Donc dans la façon de cultiver sa vigne et d'exploiter sa vigne, dans les produits, il va nous en parler aussi, et puis dans tout ce qui va autour de la découverte de son activité et de la vigne. Donc c'est quelqu'un qui est à la fois dans la tradition, avec le bon côté des valeurs de la tradition. On a vu aujourd'hui encore qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est passé dans le passé, et puis qu'il faut pérenniser ça, tout en innovant et en s'adaptant au monde d'aujourd'hui. Et quand, il y a très longtemps, on avait imaginé et on a décidé de faire cette université d'été en 2020 ici à Chinon, j'ai tout de suite pensé à lui, et il a accepté tout de suite de dire oui, bien sûr, je suis d'accord pour venir témoigner de comment on vit aujourd'hui quand on est un viticulteur à Chinon. Alors après, il a eu droit, comme nous tous, aux pérégrinations, donc c'est plus 2020, c'est peut-être le printemps 2021, puis un peu plus tard. Bon, toujours est-il qu'on est là, donc c'est bien, et je le remercie, lui et Odile, de nous consacrer ce moment. Et je suis sûr qu'on va encore apprendre des trucs super intéressants. Merci Jean-Max. Tout au moins, je vais essayer. Bonjour à tous, messieurs, dames. Je suis heureux d'être parmi vous, effectivement. Voilà, donc j'ai préparé un petit peu cette présentation. Vous allez retrouver des petits graphiques que ma collègue précédente, enfin la dame précédente a présenté, mais vous les connaissez, mais c'est pas. Mais ça n'empêchera pas de discuter autrement autour de cela. Alors, évidemment, je vais vous parler un petit peu de ce que je ressens. On pourra dialoguer tout à l'heure. Moi, tout simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai, au niveau formation, j'ai fait un BTS à l'époque qui s'appelait Technique agricole gestion des entreprises, fils de vigneron aussi, hein, donc je suis né au PNSF de Vigne, et simplement quand j'ai fait cette formation, j'ai travaillé sur différentes cultures, que ce soit céréales, élevage, etc. Et après j'ai fait une spécialisation viti-ono, parce que mon père ayant de la vigne, j'ai toujours été attiré par ce métier, même si mes parents ne voulaient pas que je sois paysan, et bien malgré eux, je le suis devenu parce que c'était mon souhait. Voilà. Donc, dans ma carrière, j'ai été régisseur d'un domaine parce que l'exploitation familiale n'était pas suffisamment importante. Donc, nous avons travaillé avec Odile 29 ans au château de la Grille, ça parle peut-être à certains, où on a développé ce vignoble. Et puis, suite en 2009, quand il y a eu vente, même un petit peu avant, on a repris des vignes de la famille et on a décidé de se lancer à notre compte. C'était une autre aventure passionnante que l'on poursuit encore aujourd'hui, même si j'ai des cheveux blancs
mais on y est encore. Voilà. Alors le réchauffement climatique, je l'ai senti évidemment, je vous ai mis une évidence, c'est une évidence. Nous sommes en plein réchauffement climatique, ça a été évoqué tout à l'heure, on peut imaginer effectivement dans les 30 ans qui viennent qu'on pourra faire du très bon vin en Bretagne, certainement. Il y a des choses qui se passent. Ça veut dire qu'aussi, vous allez comprendre, face à tout ça, il y a des effets qui ont lieu aujourd'hui, qu'on remarque déjà, qu'on a déjà remarqué, et puis il va falloir s'adapter évidemment pour essayer de limiter au mieux, et puis d'apporter le meilleur message possible par rapport à l'endroit où l'on produit. Voilà. Donc une évidence, vous l'avez entendu, je ne vais pas vous annoncer avec ça, mais les scénarios d'évolution du GIEC, c'est ce que vous avez vu, les tableaux tout à l'heure, vous allez en voir quelques-uns. Ce sont des hypothèses retenues avec des variations en fonction des saisons, il ne faut pas oublier, en fonction des saisons et des régions. Donc ça va forcément s'accompagner d'un changement, et on le remarque déjà, notamment sur le régime des pluies. On remarque, même à Chinon, où vous voyez où c'est situé, tout près d'ici, eh bien on remarque des périodes de sécheresse plus longues, des périodes de pluie plus longues, des extrêmes qui augmentent. C'est-à-dire qu'on a des températures plus chaudes qu'on a atteint. On a atteint il y a 2 ans 41 et quelques dans la région, c'est assez exceptionnel. Mais on atteint aussi des températures plus froides, ce qui crée certains problèmes. Je vais tout de suite vous évoquer un exemple que vous avez remarqué cette année. Eh bien, tout simplement, en fin mars, on a eu une semaine pléthorique au niveau température. Ça a monté jusqu'à 27. Moi, jusqu'au 15 mars, j'étais assez serein en tant que vigneron en disant « Chouette, l'hiver a été plutôt normal, correct, et donc la vigne, par rapport aux sommes de température, parce qu'on analyse tout cela, eh bien, ne devrait pas débourrer avant le 15 avril. Manque de peau, dernière semaine de mars, pendant 10 jours, on a eu très chaud, jusqu'à 27 degrés. Donc, évidemment, ça a explosé. Début avril, les bourgeons sont partis. Et vous connaissez le scénario qui est arrivé, vous en avez entendu parler dans tous les médias, parce que ça a touché une grande partie du vignoble national. Et bien, tout début avril, on a lutté contre ce fameux gel qui a fait d'énormes dégâts, la Bourgogne, le sud de la France, etc. Il y a eu quelques régions épargnées, mais il faut savoir que 80% du vignoble français a été touché. Et notamment le muscadet atteint 70-80%. Chez nous, nous avons adapté des moyens de lutte, on pourra en parler, je ne l'ai pas évoqué dans le diaporama, mais si vous voulez qu'on en parle, on pourra en parler. Des moyens de lutte qui sont à la fois collectifs, donc il y a une notion d'unité, de force. Quand on est à plusieurs pour lutter contre un fléau, eh bien on est plus fort qu'en individuel, et puis aussi des actions individuelles, par des moyens, apporter des calories, de la chaleur, etc. Il faut savoir cette année, c'est un gros stress pour nous, c'est un gros stress pour la vigne quand ça se produit, mais c'est un gros stress pour le vigneron. Quand vous voyez la météo qui vous annonce ça la veille, vous ne dormez pas très bien, et quand vous devez vous lever 5 nuits pour chauffer votre vignoble, je peux vous dire que parfois vous dites eh bien, je baisserai bien les bras, parce que c'est particulièrement dur, effectivement. Ceci dit, quand il y a du résultat et qu'on y arrive, ce qui a été le cas, nous avons gelé de l'ordre de 10 à 15%, pas trop, on a réussi à sauver notre vignoble. Je crois que c'est aussi là un soulagement et le plaisir de dire je vais finalement pouvoir produire un bon millésime 2021. Voilà, on y va. Donc, il faut savoir que la variabilité des climats et des événements extrêmes que vous évoquez, avec une hausse de 1,5, on aura des impacts qui seront importants, que ce soit au niveau socio-économique, et notamment, ça a été évoqué tout à l'heure, sur tous les écosystèmes. Enfin, il n'y a pas que la vigne, que ce soit toutes les cultures au niveau terrestre, mais aussi, il ne faut pas l'oublier, au niveau marin. Il y aura une grosse évolution au niveau des mers, on vous l'évoque, le hausse des niveaux, au niveau de la mer, des îles qui vont être immergées, donc il va y avoir des mouvements de population. Ça peut être très, très important avec des migrations, etc. Il ne faut pas oublier tout ça. Voilà. Alors, le réchauffement climatique, on y va. Ça, c'est un petit peu ce que vous avez été évoqué tout à l'heure. Donc, d'après ces spécialistes, on peut penser que la température moyenne pourrait aller de 2 à 5 degrés. C'est énorme. Il faut bien vous dire que, vous allez voir tout à l'heure, qu'on a pris à peu près 1,5 degré depuis les années 80, enfin à peine 70, 2 à 5 degrés, c'est énorme. Donc un changement du régime des pluies, comme je vous ai dit, avec une variabilité des climats et des extrêmes qui arrivent. Ça, c'est clair. Donc modification sur les conditions de production des vins et caractéristiques organoleptiques, on l'a évoqué tout à l'heure, on va l'évoquer ensuite. Donc sur le passé, ça c'est important de savoir quand même d'où l'on vient, même si on va aller vite, mais sur le passé, voilà, il faut savoir qu'il y a une année charnière qui nous, les stations météo nous l'ont dit, c'est à partir de 1987. Nous, vignerons,
on l'a senti à partir de 1989. Rappelez-vous, 89, c'est un millésime qui a fait beaucoup parler, hein, parce que effectivement, on a atteint des degrés de sucre importants, des vins d'excellente qualité, etc., qu'on n'avait pas vu. On a très souvent comparé 89 à un millésime mythique du siècle précédent, qui était, enfin pas du siècle précédent, qui était 1947. Hein, certains ont des mémoires. C'était le dernier millésime qui avait marqué la mémoire des Mirons. Voilà. Donc 89, effectivement, était bienvenu parce qu'on avait eu quelques bons millésimes, mais on sortait quand même de certaines années qui étaient particulièrement difficiles au niveau climatique. Voilà. Donc vous voyez, je ne vais pas vous détailler plus, mais la température moyenne de l'air de 1900 à 2006 a augmenté de 1,5 degré dans le sud-ouest, 1,4 degré dans le sud-est et 1,25 degré dans le nord-est. On va aller tout à l'heure plus près de chez nous, vous allez voir, etc. Les précipitations annuelles, elles, ont augmenté dans le nord et baissé dans le sud. Vous l'entendez couramment. Et même si maintenant, il y a des phénomènes qu'on appelle des phénomènes de pluie dans le sud de la France, les cévenols, etc., dus aux causes des sévennes, eh bien, quand je discute avec des collègues du sud, j'ai été encore ce week-end dans un salon où on discutait avec un collègue, il me dit oui, on a des pluies, mais il pleut tellement en si peu de temps que les sols n'ont pas le temps d'ingurgiter cette pluie, et donc ça crée des ravages, et finalement on se retrouve sur des zones de sécheresse parce que la pluie n'a pas le temps de pénétrer au niveau des sols. Voilà. Donc c'est quand même une conséquence. Hein. La quantité, quand vous entendez qu'il tombe 200 mm en 24 heures, c'est énorme. Hein. Dites-vous bien qu'à Chinon, on est à 530 mm pour l'année. Hein. Donc vous voyez, ça peut être énorme. Voilà. Donc on regarde sur le futur, hein, on y va. Donc c'est ce qui vous a été présenté tout à l'heure. Voilà, donc on peut s'imaginer qu'il va, en fonction des scénarios, qu'il va se passer des choses. Le scénario vertueux qui a été imaginé, c'est entre 0,6 et 1,3 en moyenne. Ce serait l'idéal. Si on arrive à faire ça, ce serait assez sympa. Mais on peut penser aussi avec des scénarios plus pessimistes où on irait entre 3,4 et 5,3. Voilà. Je vous ai mis ça tout à l'heure parce qu'ils ont travaillé sur différentes régions. Ils ont pris des extrêmes, Colmar, Bordeaux, Avignon. Hein, voilà. Le nombre d'années par décennie avec moins de jours de gel entre Dépourvent et Floraison devrait diminuer. Mais il reste encore beaucoup d'incertitudes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, le nombre de jours va diminuer. Mais ce n'est pas pour autant que les jours où ça va geler, il ne fera pas plus froid. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Il y a vraiment ce paramètre qui est à prendre en compte. Et puis, il est également très probable que les jours très chauds vont aussi augmenter entre la floraison et la récolte. La floraison, si ça vous parle, une vigne en général fleurit fin mai, début juin, et la récolte se fait en général fin septembre. Je parle pour notre région à nous, avec le Cabernet Franc et le Chenin, fin septembre, début octobre. Voilà. Donc, mais il faut savoir quand même que, on n'en parle pas trop, mais la climatologie hivernale est hyper importante, notamment les quantités de pluie, les températures. Si on a un hiver doux et humide, eh bien nous avons forcément un nombre de champignons, donc ce qu'on appelle des zoospores, au niveau de certaines maladies comme le mildiou qu'on va évoquer tout à l'heure, ou l'oïdium. Eh bien ces zoospores se développent beaucoup plus quand on a un hiver doux et humide que si on a un hiver froid et sec. Quand on part avec et ça on le regarde, enfin, moi je le regarde, la vigne quand elle commence à labourer, mais en fonction de l'hiver qu'on a eu, on peut déjà s'imaginer qu'on va avoir une attaque plus ou moins violente de ces maladies quand les conditions favorables arrivent. Ça c'est hyper important, donc il ne faut pas oublier aussi de regarder comment ça se passe après la récolte, l'ahoutement du bois, la mise en réserve, les amidons, etc. Et puis aussi eh bien, la situation qui se passe pendant l'hiver pour ces fameux champignons qui sont en état de dormance, mais qui sont là et qui développent ce qu'on appelle des zoospores qui peuvent après exploser au printemps quand les conditions sont favorables. Donc moins on a de zoospores, eh bien, moins on a de pression entre parenthèses. Voilà. Donc ça c'est un critère important à tenir compte également dans notre métier. Voilà. Quid des résultats des événements actuels, vague de chaleur en hausse, qui sortit pour les pluies et la grêle, évidemment. Nos régions, ça c'est important, on va revenir plus près de chez nous. Eh bien, nos régions, voilà, la température moyenne actuelle, Nantes, c'est, alors on en parlait tout à l'heure, hein, il y a l'influence maritime qui est importante, donc il y a moins d'extrêmes au niveau des températures. Eh bien, on est en hiver à une moyenne de 5,3 et en été, une moyenne de 19,1. Vous prenez Tours, hein, eh bien, qui est chez nous, eh bien, on est à 3,2, donc vous voyez qu'effectivement, les extrêmes sont plus importants. On peut avoir plus froid, il fait plus froid parfois l'hiver, mais il fait aussi plus chaud en moyenne l'été. Voilà. Donc ça, c'est des phénomènes. Alors,
L'influence océanique, je vous le disais, elle est marquée, parce que ça bénéficie du climat maritime, propre à la bordure atlantique. Et comme ça a été dit tout à l'heure, ça va en s'atténuant lorsqu'on se dirige vers l'intérieur des terres. Ça, c'est hyper important. Voilà, donc, pour continuer, excusez-moi, il y a quand même d'autres effets derrière ça qui sont ce qu'on appelle l'effet de la continentalité. C'est-à-dire qu'il faut ajouter l'influence de l'altitude, bien sûr. Donc plus on est élevé, moins les températures sont importantes. Et puis la topographie. Donc on sait également qu'il y a, et ça on le remarque dans notre métier, il y a une influence au niveau des sols. À savoir qu'un sol sableux, mica, qui sont des micas, qui sont des graves, et des sols à silex par exemple, ça amplifie le rayonnement nocturne. Donc ça va amplifier aussi ce phénomène. Il faut également tenir compte de la géologie par rapport à ces évolutions de température. Voilà, donc je vous le disais tout à l'heure, on a remarqué une rupture climatique au niveau de nos stations météo à partir de 1987. Il faut savoir qu'à Chinon, Amboise, Azay-le-Rideau, l'IAV c'est un organisme technique avec qui on travaille, les chambres d'agriculture, ont affirmé à moyen terme qu'on risquait d'avoir le climat de Libourne, donc en Touraine. Voilà, donc le climat bordelais qui va se retrouver un petit peu chez nous. Alors on pourrait dire, et je le dis, que c'est plutôt une bonne nouvelle pour la nouvelle génération de vignerons qu'on est, qui arrive là. Mais si ça continue, ça risque d'être beaucoup plus périlleux pour les générations qui suivront après. Ça c'est clair. Mais pour le moment, on est plutôt bénéficiaire au niveau qualitatif par rapport à ces évolutions climatiques. Je vous disais tout à l'heure, je vous parlais du poivron, etc. Le Cabernet Franc était chez nous en limite par rapport au nord de sa culture. Donc effectivement, à Chinon, il est plus que millénaire pour aujourd'hui qui est là, parce qu'il y a un microclimat particulier lié à nos confluents à Chinon même. Mais le réchauffement climatique nous donne des vins aujourd'hui qui sont beaucoup plus soyeux, entre parenthèses. Alors effectivement, avec parfois des taux d'alcool qui montent, ça c'est un petit peu l'inconvénient, mais des vins qui sont plus soyeux, des tanins bien mûrs, donc qui sont ronds, qui correspondent parfaitement au goût du consommateur. D'ailleurs, on le voit bien au niveau de nos exportations. Il y a 20 ou 30 ans, exporter du Cabernet Franc aux États-Unis ou en Angleterre, c'était assez difficile. Tout le monde était Bordeaux ou Bourgogne avec le Pinot Noir, parce que c'est un cépage qui est de première génération, qui demande moins de chaleur et qui est moins riche en tanins, donc qui passait facilement. Et bien aujourd'hui, ces gens reviennent vers nous en disant on a envie de vos vins parce qu'ils ont à la fois de la fraîcheur, avec une certaine acidité qui se tient encore, et ils sont également soyeux et plaisants, donc c'est pour nous un facteur favorable aujourd'hui au niveau de l'exportation. Voilà, donc, par rapport au goût du consommateur, comme je vous évoquais tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est la petite carte que je vous évoquais en fonction des stations météo. Alors ça c'est tout le vignoble ligérien, donc qui commence à 5%, des petites appellations qui ne faisaient pas parler d'elles, qui aujourd'hui commencent à faire parler d'elles, on les vigne depuis très longtemps, mais avec plutôt un commerce local, si je puis dire, avec des productions limitées, et qui aujourd'hui commencent à dire, eh bien nos vins, on les envoie un petit peu en Angleterre, on les envoie aux États-Unis, on les envoie ailleurs, ce qui n'était pas le cas il y a encore 10-15 ans, 15-20 ans tout au moins. Pouilly, Fumé, Sancerre, là oui, là ça fait partie des locomotives ligériennes au niveau de l'exportation. La Bourgogne, vous prenez Chablis qui exporte à 80%, Sancerre n'est pas à 80%, mais n'est pas loin derrière. C'est le fameux cépage Sauvignon, qui est un cépage de première génération, qui demande moins de chaleur et qui donne des vins très aromatiques, et qui sont très plaisants, qui sont très dans l'air du temps. Donc pour nous, la Loire, Sancerre au niveau des blancs, est une locomotive au niveau du commerce international. Et quand on prend aujourd'hui, c'est pas parce que je suis de Chinon, simplement quand on prend aujourd'hui nos amis importateurs, eh bien on va vous parler du Sancerre en blanc et puis on va vous dire plutôt Chinon en rouge. Donc voilà, ça fait partie on est un peu en binôme, etc. Voilà, on remonte après un petit peu. Orléans, vous avez d'autres cépages, on retrouve des pinots, donc des cépages aussi de première génération qui demandent un petit peu moins de chaleur, etc. Et puis on se rapproche après. Touraine-Mélin, là on voit des gamets qui sont aussi des cépages comme dans le Beaujolais, vous connaissez un petit peu. Et puis on retrouve des Sauvignons également, on retrouve un petit peu de Chardonnay. Voilà, on revient et après on arrive à Montlouis. Là, Montlouis, c'est la barrière climatique encore aujourd'hui par rapport à ce fameux cépage chenin, qui demande plus de température, plus de chaleur.
Et donc c'est la barrière climatique. Passé Mont-Louis, enfin Vouvray Mont-Louis, les chenins ont plus de difficultés à arriver à bonne maturité aujourd'hui. Et après on revient, Bourgueil, Saint-Nicolas, Chinon et Saumur. Il faut simplement savoir que là, c'est pour ça qu'on a le même cépage. Vous prenez Saumur, Champigny, Bourgueil et Saint-Nicolas, le cépage Cabernet Franc, on a un microclimat lié aux différents confluents. Il faut savoir que nos confluents, lorsqu'on a des orages, les vents de sud-ouest qui arrivent du côté maritime, eh bien ces confluents séparent les nœuds d'orage. Je suis désolé de vous dire ça, mais il pleut moins à Chinon qu'à Tours, qu'à Angers, qu'à Châtellerault, etc. Et c'est vrai, c'est prouvé, c'est plus que prouvé. Voilà. Ça, c'est par l'effet des confluents, ça sépare les nœuds d'orage. Il va pleuvoir 10 mm chez nous, il va pleuvoir 40 mm à Tours. C'est pourquoi, près de Tours, vous ne trouvez que du blanc, chenin, tout simplement, parce que même s'il y a un petit peu de pourriture qui se développe, c'est pas trop un problème qualitatif, on presse tout de suite le raisin. Voilà, si c'est de la bonne pourriture, c'est même plutôt parfois intéressant. Voilà. Alors que nous, en rouge, il nous faut des peaux saines, il ne faut absolument pas de pourriture, il faut éviter tout développement de champignons. Et donc, on a besoin effectivement de moins d'humidité pour éviter ces fameux développements de champignons qui peuvent provoquer une dégradation des peaux. On a besoin des peaux, parce que quand on fait nos vins rouges, on macère avec le grain entier dans les cuves. On a besoin des peaux pour extraire la couleur et pour extraire les fameux tanins que vous évoquez tout à l'heure. Voilà. Donc, dites-vous bien, Chinon, Saumur, Saint-Nicolas-de-Bourgueil, Bourgueil et Saumur-Champigny ont le même microclimat. On est des cousins. Entre parenthèses. Après, la différence, c'est la géologie qui fait la différence par rapport à ces trois appellations. On remonte après, et là, on va commencer à toucher Saumur, et un petit peu à gauche, on va arriver sur Montreuil-Bonnet, etc. Mais on va commencer à toucher le massif armoricain avec des terrains, avec des sols base de schiste, parfois des schistes dégradés, etc., qui sont extrêmement favorables, notamment aux fameux chenins que vous connaissez pour faire des vins liquoreux. Et là, c'est hyper intéressant, parce qu'il y a l'effet, effectivement, de certaines rivières, certaines rivières qui sont là, mais également surtout avec ces sols qui captent l'humidité et qui la renvoient et qui permettent le développement de la fameuse pourriture noble, vous devez connaître ça, qui permet de pomper l'eau au niveau du raisin et qui donne ces fameux grands vins liquoreux. Il faut savoir que dans les layons, vous avez des liquoreux qui n'ont pas à rougir, c'est pas parce que je suis ligérien, mais ils n'ont pas à rougir par rapport à des grands sauternes ou autres. Il y a d'ailleurs eu des comparaisons de certains bonzos avec des châteaux Yquem où 40 ans après, le bonzo était encore bien flagrant alors que Yquem commençait un petit peu à faiblir. Voilà, comme quoi, il y a des choses intéressantes à découvrir. Voilà. Et on continue après, et on revient sur le muscadet avec le fameux melon de Bourgogne. Donc c'est un cépage précoce aussi, qui lui donne des vins assez aériens, des vins qui ont des beaux arômes, qui se marient merveilleusement bien avec tout ce qui est produit de la mer. Ça tombe bien, c'est en bordure maritime. Et effectivement, le mariage est assez sympa avec des fruits de mer, des huîtres ou autre chose. Voilà. Alors, les effets observés. Donc, vous allez avoir 4 diapos que vous avez déjà vu, je pense. Voilà. Donc, depuis 89, je vous évoquais tout à l'heure 89, tous les stades de développement de la vigne sont plus précoces. Il faut savoir, quelles que soient les régions. Comme à Bourgogne, mais chez nous, c'est la même chose. Donc, ça veut dire que ça débourre plus tôt. Donc, le débourrement est plus précoce. La floraison a lieu plus tôt. Donc, comme la floraison a lieu plus tôt, elle bénéficie de jours plus longs. Donc, elle accumule plus de lumière. La vigne accumule plus de lumière, plus de chaleur, qui donne plus de sucre. Notamment, après, avec une véraison qui est plus précoce, donc une récolte qui est plus précoce. Et là où je vous évoquais tout à l'heure, qui est hyper important, c'est la qualité phénolique, donc la couleur d'une part par les pigments, donc par les anthocyanes, au niveau des peaux et des pépins. Donc on a des vins qui sont plus soutenus, qui sont plus colorés, mais surtout aussi des tanins qui sont plus harmonieux, beaucoup plus fondus. À une époque, on avait certaines années des tanins qui étaient plutôt verts, comme je vous évoquais, ça évoquait un petit peu le poivron, etc. C'était pas toujours agréable, et on disait, voilà, ces vins de la Loire, les rouges de la Loire, petits vins pas chers, c'était un peu ça. Ce dialogue-là, vous ne l'entendez plus, c'est fini, il y a vraiment une évolution. Voilà, donc du fait de l'avancée de la véraison et de l'augmentation des températures, les maturations se déroulent dans des conditions évidemment de plus en plus chaudes. Voilà. Les dates de vendange vont avancer, évidemment, c'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Et puis, vous l'avez vu le tableau tout à l'heure précédemment, même chose pour tout ce qui est alcool, avec baisse de l'acidité. Ceci dit, il n'y a pas que ça. Je vais vous raconter une anecdote. En 2003, tout le monde se souvient de 2003,
chaud, hein, canicule, etc. J'étais président d'appellation à l'époque, et on déterminait ce qu'on appelait un banc des vendanges. Ça veut dire que un banc des vendanges, c'est qu'un vigneron n'avait pas le droit, pour avoir l'appellation, de vendanger avant une certaine date qui était fixée collectivement, en lien avec les autorités préfectorales et en lien avec le laboratoire. Voilà. Et donc, en 2003, certains collègues paniquaient parce que les taux d'alcool montaient et les acidités chutaient. Et je me souviens très bien, donc on peut, dans ces cas-là, l'INAO, qui est notre organisme national qui nous gère à ce niveau-là, pouvait donner ce qu'on appelait des dérogations. Et il y a eu quelques vignerons, parce que le banc des vendanges a été fixé au 16 septembre de mémoire, et donc il y a des vignerons qu'on demandait à vendanger vers le 5-8 septembre. Donc ils ont eu ces dérogations parce que, bon, effectivement, la météo était favorable, bon, voilà, etc. Eh bien, conclusion de la dégustation, pour ces vins qui avaient été vendangés avant, alors effectivement, il y avait suffisamment de sucre, et les acidités avaient bien baissé, donc l'indice était extrêmement favorable. Par contre, la maturité tannique, la maturité phénolique n'était pas atteinte, et vous aviez des vins qui étaient astringents, qui étaient durs, etc. Et 8 jours après, tout ça s'était gommé, ça veut dire que la pleine maturité était arrivée, et donc vous avez des vins. Voilà. Comme quoi, il faut être prudent, il ne faut pas toujours se fier. Et moi, à l'époque, je me disais, mais attends, mes collègues du Sud, comment ils font? J'avais appelé des collègues dans le Sud, mais ils me disent, mais te tracasse pas. Et on le constate. L'acidité, à un moment donné, même si elle chute, elle stagne. Après, elle ne continue pas à chuter de façon, elle stagne. Et derrière ça, il se crée ces fameux composés phénoliques qui redonnent de la structure et de la richesse au vin, qui lui permettent une certaine longévité. Donc, voilà, il faut laisser faire la nature, tout simplement. Mais peut-être pas aller en surmaturation parfois, mais tout au moins atteindre le bon stade de maturité. Effet attendu sur la vigne. Alors, pour revenir à la diapo d'avant, qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que la maturité se déroule sur des conditions plus chaudes, ça vous l'avez vu. Donc, je l'ai évoqué aussi. Donc, finalement, mon petit papier ne sert pas à grand-chose. Reste en live, reste en live. Voilà, donc les effets attendus sur la vigne, on y arrive. Donc, je vous mets une diapo aussi. Voilà, ça c'est ce qui va se passer. Enfin, ce qui va peut-être se passer, c'est pas gagné, mais il va y avoir des évolutions importantes. L'augmentation des températures pendant la phase de maturation va se poursuivre. Donc vous voyez, vous avez des scénarios qui sont en 80-2017, donc jusqu'à à peu près aujourd'hui, 2030, 2060, 2071, 2100. Là, il va falloir s'inquiéter, il va falloir réagir. Bien avant ça. Voilà. Alors, c'est un facteur d'inquiétude, ce réchauffement, évidemment. Par rapport à l'évolution des problèmes phytosanitaires. Alors, on va avancer un petit peu. Ça, c'est les effets qui dépendront des cépages. Alors, vous retrouvez la même carte que faisait voir Madame tout à l'heure. Donc, effectivement, les zones bleues vont devenir favorables à la vigne. Alors, aujourd'hui, c'est peut-être encore un peu tôt, mais ça peut aller assez vite, effectivement. Et on pourra peut-être en 2050, et même sûrement, faire du très bon vin en Bretagne. J'en suis pas, ça ne me surprendrait pas. Voilà. Ceci dit, vous voyez, le Val-de-Loire, il est dans le rouge, mais il faut savoir que quand même, on a une panoplie devant nous. Alors déjà, on va l'évoquer tout à l'heure, il va falloir s'adapter pour garder au mieux nos cépages actuels. Et puis après, on peut passer, si vraiment, je ne sais pas ce qu'il en sera, parce qu'on ne sera plus de ce monde dans 50 ans, enfin, je ne pense pas, dans 50-60 ans, mais tout au moins, on risque aussi parfois de passer à des cépages qui ont une demande plus importante de chaleur, une demande plus importante de lumière, qui sont les cépages du Sud, que vous connaissez peut-être, les Carignans, la Syrah déjà, enfin moins, mais les Carignans, les Mourvèdres, etc., ont besoin d'une température plus importante. Donc il pourra peut-être qu'il y aura une évolution des cépages, mais on pourra continuer quand même à faire de la vigne dans nos régions. Et moi, je reste persuadé que le Cabernet Franc qu'on exploite aujourd'hui a encore de beaux jours devant lui, parce qu'il y a encore des facultés d'adaptation. On n'est pas encore au top niveau par rapport à l'évolution climatique des choses. Ça, c'est ma pensée. Je me trompe peut-être, mais j'y crois quand même assez fortement par rapport à mon expérience. Voilà. Alors, il y a différents paramètres qui jouent, donc rendement, alcool, acidité, arôme, couleur. C'est ce que je vous évoquais tout à l'heure. Donc, c'est tout ça qui font que. Donc, voilà, c'est important. Les conséquences phytosanitaires, j'étais en train de les aborder. Alors ça, c'est un facteur d'inquiétude. Je vais vous parler, je n'ai pas voulu aller dans des détails trop techniques parce que ça ne sert à rien, mais d'endomophobes,